Qu'arrive-t-il quand une mère célibataire gare accidentellement son food truck rouillé juste devant le portail du chantier de construction du parrain de la mafia le plus redouté de Chicago? La réponse normale serait qu'elle aurait de très gros ennuis. Peut-être même qu'elle n'aurait pas la chance de quitter cet endroit sur ses deux pieds. Mais Quinn Mercer n'est pas une femme ordinaire. Et Jasper Vance, l'homme que tout le monde de la pègre appelle le fantôme, ne réagit pas du tout comme on aurait pu s'y attendre. On dit que personne n'ose regarder Jasper Vance droit dans les yeux plus de 3 secondes sans trembler, que le simple fait d'entendre son nom suffit à faire baisser la tête aux gangsters les plus endurcis. Et pourtant, quand il est sorti de la voiture, ses yeux gris et froids comme l'acier balayant le vieux food truck usé qui bloquait son territoire, alors qu'il s'apprêtait à ordonner à ses hommes de s'occuper de l'intrus, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Un enfant de 5 ans, avec des boucles sauvages et emmêlées et des fleurs qui poudraient encore son visage, est sorti en courant de la cabine du camion, s'est précipité droit sur le chef de la mafia et a fait ce que personne au monde n'oserait jamais faire. Il a pris la main de Jasper Vance et a levé son visage pour le regarder avec de grands yeux sans peur. Le petit garçon, qui s'appelait Milo, a dit « S'il te plaît, ne crie pas sur ma maman. Viens manger. Ma maman cuisine très bien. Une fois que tu auras mangé, tu ne seras plus en colère. » La ligne de garde du corps s'est transformée en statue. Le chef de chantier a oublié de respirer. Jasper Vance, le fantôme redouté de Chicago, est resté figé. Il a baissé les yeux sur la petite main qui serrait la sienne. Pour la première fois de sa vie, il était sans voix. Ce moment a tout changé. Mais pour comprendre pourquoi un enfant de 5 ans a pu ébranler le cœur d'un parrain de la mafia depuis longtemps changé en pierre. Pour comprendre pourquoi cette rencontre allait bouleverser le destin de deux mondes totalement différents l'un de l'autre. Nous devons remonter le temps de 3 mois, lorsque Quinn Mercer n'avait encore aucune idée que sa vie était sur le point d'entrer dans une tempête sans issue. Si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime pour nous soutenir. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires profondément émouvantes. 3 mois avant que cette rencontre fatidique n'ait lieu. Deux mondes totalement différents coexistaient dans la même ville, séparés par seulement 5 kilomètres, mais aussi distants que deux univers qui ne pourraient jamais se toucher. La nuit de Chicago était assez amère pour couper la peau et les os. Au 60e étage du plus haut bâtiment du quartier financier, un penthouse s'étendait comme un palais privé, ses murs de verre donnant sur toute la ville scintillante en contrebas. Jasper Vance était assis seul en bout de table, une immense table en chêne assez grande pour 20 personnes, mais ne contenant qu'une seule assiette de nourriture refroidie depuis longtemps. Il avait 33 ans, son corps solide forgé par des années de combat et de survie. Ses yeux froids, des yeux qui ne s'étaient jamais adoucis pour personne, et une légère cicatrice partant de sa tempée jusqu'à sa pommette gauche, comme un rappel permanent d'un passé sanglant. Les gens l'appelaient le fantôme, car ceux qui devenaient les ennemis de Jasper Vance disparaissaient généralement sans laisser de traces, comme s'ils n'avaient jamais existé dans ce monde. Ce penthouse contenait tout ce que l'argent pouvait acheter, des meubles importés d'Italie, des œuvres d'art valant des millions de dollars, du vin des plus anciens vendeurs d'Europe, mais il lui manquait la seule chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Il n'y avait pas de rire, il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait qu'un silence lourd et suffocant, et un homme regardant la ville avec les yeux vides de quelqu'un qui avait tout gagné et n'avait plus rien à désirer. Le téléphone sur la table se mit à vibrer. Jasper jeta un coup d'œil à l'écran. Le nom d'Aldrich Hartley apparut. Son allié le plus puissant dans le monde de la pègre et l'homme même qui le pressait jour et nuit de contracter un mariage politique. Il répondit à l'appel, sa voix froide et plate, sans la moindre trace de sentiment. À l'autre bout du fil, Aldrich dit que Céleste attendait, que l'alliance entre leurs deux familles devait être renforcée, que c'était quelque chose qui devait être fait pour l'avenir des deux parties. Jasper écouta en silence, puis répondit d'une voix sèche qu'il se marierait quand il déciderait que c'était nécessaire, pas quand Aldrich donnerait l'ordre. Et si Aldrich voulait marier sa fille à quelqu'un, il ne manquait pas d'hommes prêts à se mettre à genoux pour supplier d'avoir ce privilège. Puis il raccrocha sans attendre de réponse. Moins de 10 minutes plus tard, le bruit de l'ascenseur brisa le silence. Les portes s'ouvrirent
et Celeste Hartley entra comme si elle était la maîtresse du penthouse elle-même. 29 ans, une silhouette sculpturale, des cheveux blonds platine coiffés à la perfection, et une robe rouge moulante qui s'accrochait à chaque courbe comme pour afficher tout ce qu'elle possédait. Celeste s'avança vers Jasper, ses lèvres rouges comme le sang se courbèrent en un sourire confiant, et sa main soigneusement manucurée vint se poser sur son épaule. Elle dit que Jasper ne pouvait pas continuer à éviter cela éternellement, qu'ils formaient un couple parfait, qu'elle pouvait lui donner tout ce dont un homme avait besoin. Jasper ne la regarda pas. Il se leva lentement, retira la main de Céleste de son épaule comme s'il enlevait quelque chose de sale, et dit que ce qu'elle voulait, c'était son empire, son pouvoir, son nom, mais pas l'homme lui-même, et qu'elle ne devrait jamais faire l'erreur de confondre l'ambition avec l'amour. Puis il s'éloigna dans les pièces intérieures, laissant Céleste seule dans l'espace froid et brillant, ses yeux bleus glaciers s'enflammant de fureur et de détermination. Personne ne rejetait Celeste Hartley. Personne, au même moment, à 5 kilomètres de là, au sud-ouest, à Pilsen, où les travailleurs pauvres s'entassaient dans des appartements humides, un monde complètement différent était en vie. Le petit appartement au 3e étage d'un immeuble vieillissant n'avait que 2 pièces. Ses murs étaient fissurés par le temps. Son chauffage était en panne au cœur de l'hiver, si bien que même le souffle d'une personne se transformait en buée. Pourtant, à l'intérieur, il faisait chaud d'une autre manière. Quinn Mercer se tenait dans la cuisine, ses cheveux châtains attachés en un chignon lâche et désordonné, ses yeux ambrés fixés sur la marmite de soupe qui mijotait sur le feu. Elle avait 27 ans, son visage portait encore une trace de jeunesse, mais ses yeux contenaient déjà une maturité bien au-delà de son âge, la marque d'années passées à tout porter seul. À ses pieds, Milo courait dans tous les sens avec une feuille de papier et des crayons de couleur. De temps en temps, il levait les yeux pour montrer à sa mère un nouveau dessin, des bonnes allumettes tordues et éclatants de couleurs. Dans un coin de la pièce, Vera était assise dans un vieux fauteuil avec une fine couverture enroulée autour de son corps, toussant de temps à autre, et chaque toux sèche faisait que Quinn la regardait avec une inquiétude silencieuse. Le dîner de ce soir-là était simple, rien de plus qu'une soupe de légumes et quelques tranches de pain. Mais tous les trois étaient réunis autour de la petite table, et les rires de Milo résonnaient comme des clochettes. Vera racontait des histoires d'autrefois, et Quinn écoutait avec un sourire fatigué mais profondément content. 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie avait disparu sans un seul mot d'adieu. Pas un seul dollar de pension alimentaire, pas un seul message pour demander comment elle allait. Elle avait traversé la grossesse seule, accouché seule dans un hôpital public avec les petites économies qu'elle avait réussi à rassembler, et élevé Milo seul jour après jour, sans amertume, sans plainte, car elle n'avait de temps pour aucune de ces choses. Elle n'avait de temps que pour travailler et pour aimer. Vera toussa de nouveau, cette fois plus longtemps, plus profondément, plus lourdement. Quinn posa sa cuillère, alla vers sa mère et posa une main sur son front. De la fièvre. Elle avait besoin d'un médecin. Elle avait besoin de médicaments. Elle avait besoin de soins appropriés. Mais avec quel argent? Le loyer de ce mois-ci n'était toujours pas payé. Les frais de scolarité de l'école maternelle de Milo étaient en retard. Le vieux food truck était leur seule source de revenus, mais il rapportait très peu face à la concurrence de centaines d'autres vendeurs. Quinn ravala le soupir qui montait dans sa poitrine, serra doucement la main de sa mère et dit que demain, elle devrait rester à la maison et se reposer, que Quinn gagnerait plus d'argent, que tout irait bien. Vera regarda sa fille, les yeux remplis de chagrin, mais débordant de fierté, et dit que sa fille était la femme la plus forte qu'elle ait jamais connue. Cette nuit-là, après que Milo se soit profondément endormi, Quinn s'assit près de la fenêtre et regarda la rue vide. Elle pensa à demain, à la semaine prochaine, au mois prochain, au loyer, aux factures de l'hôpital, aux frais de scolarité. Les chiffres s'empilaient les uns sur les autres comme une montagne. Mais ensuite, elle regarda Milo, blotti sur le lit, son visage paisible dans son sommeil, et elle sut qu'elle n'avait pas le droit de craquer. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, Quinn poussa le vieux food truck hors de la ruelle. Milo était assis dans la cabine, tenant un ours en peluche usé, les yeux encore lourds de sommeil, mais refusant de rester seul à la maison.
Mère et fils se dirigèrent vers le coin de rue familier où Quinn vendait de la nourriture tous les jours. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Au bout de la rue, trois silhouettes se tenaient déjà là, attendant, et Quinn ne savait pas qu'à partir de ce moment, le petit et fragile morceau de sa vie était sur le point d'être déchiré. Les trois silhouettes se rapprochèrent et Quinn les reconnut immédiatement. Le gang du serpent noir, la force qui contrôlait tout ce quartier, le genre d'homme que même la police hésitait à toucher. Celui de devant était le plus grand, ses bras couverts de tatouages de serpents noirs enroulés. Ses yeux profonds se fixèrent sur Quinn comme un prédateur observe sa proie. Il s'arrêta devant le food truck et tapota ses doigts contre le côté. Le son arrivait à un rythme régulier, comme un conte à rebours avant quelque chose de terrible. Il dit que le jour était venu. Alors, où était l'argent de la protection de cette semaine? Parce qu'il n'aimait pas avoir à se répéter une seconde fois. Quinn serra plus fort le bord du comptoir de service. Elle essaya d'empêcher sa voix de trembler en répondant qu'elle l'avait déjà dit la semaine dernière. Elle n'avait pas l'argent. Ce qu'elle gagnait suffisait à peine à acheter les ingrédients et à payer le loyer. Il ne lui restait rien à leur donner. Le chef du gang pencha la tête et le sourire sur ses lèvres était si froid qu'il lui fit parcourir un frisson. Il dit que s'il n'y avait pas d'argent, alors il devait y avoir un autre moyen. Et puis il sortit un couteau à cran d'arête de sa poche, l'acier brillant sous la pâle lumière du petit matin. Le cri du métal déchira l'air lorsque la lame traça une longue ligne sur le côté du food truck. La peinture s'écailla, l'acier fut entaillé d'une cicatrice profonde et brutale. Quinn recula en titubant, son cœur semblant s'arrêter dans sa poitrine. De la cabine vint le cri de terreur aigu de Milo. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne savait qu'appeler sa mère avec peur. Quinn se précipita vers la cabine, prit Milo dans ses bras et le protégea de son propre corps. Puis elle leva les yeux et regarda droit le chef du gang avec tout le courage qu'elle put rassembler. Il jeta un coup d'œil à l'enfant en pleurs et le sourire sur ses lèvres devint encore plus horrible. Il dit qu'il reviendrait la semaine prochaine et que la prochaine fois, il valait mieux qu'il y ait de l'argent, car la prochaine fois, ce ne serait pas seulement le camion qui serait tailladé, et il espérait qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire. Puis tous les trois se retournèrent et s'éloignèrent, leur rire résonnant dans la rue comme une menace qui n'avait pas besoin de mots. Quinn resta là, au milieu de la rue, tremblante en tenant Milo. Le petit garçon sanglotait encore, s'accrochant fermement à la chemise de sa mère, comme s'il craignait que s'il lâchait prise, il la perdrait pour toujours. Autour d'eux, les gens continuaient de passer. Certains regardaient, puis se détournaient rapidement. Certains faisaient semblant de ne rien voir du tout. Personne ne s'arrêta. Personne ne posa de questions. Personne n'aida. C'était la loi tacite de ce quartier. Ne vous mêlez pas des affaires des serpents noirs si vous voulez encore vivre en paix. Quinn comprenait cela. Elle y avait vécu assez longtemps pour savoir que dans ce monde, les pauvres ne pouvaient que se protéger eux-mêmes. Cet après-midi-là, Quinn ramena le camion à la maison et essaya de le garer dans un coin caché pour que Vera ne voie pas la longue entaille sur le côté. Elle ne voulait pas que sa mère s'inquiète. Vera était déjà assez épuisée. Sa toux s'aggravait de plus en plus et la nuit précédente, Quinn l'avait écoutée tousser pendant des heures sans pouvoir dormir. Elle avait besoin d'un médecin. Elle avait besoin de médicaments. Ou elle pourrait même avoir besoin d'être hospitalisée. Mais avec quel argent? La moitié du loyer du mois n'était toujours pas payé. Les frais de scolarité de l'école maternelle de Milo avaient déjà 2 mois de retard. Et maintenant, il y avait les serpents noirs en plus de tout le reste. Tout semblait s'effondrer autour d'elle comme les morceaux brisés d'un bâtiment qui s'écroule. Et elle se tenait au milieu, ne sachant pas dans quelle direction courir. Cette nuit-là, après que Vera se soit endormie, Quinn était allongée sur le lit avec Milo blotti dans ses bras. L'enfant avait cessé de pleurer, mais de temps en temps, il gémissait encore dans son sommeil. Puis Milo ouvrit soudain les yeux et regarda sa mère, sa voix minuscule et tremblante alors qu'il demandait « Maman, est-ce que ces gens vont revenir? Est-ce qu'ils vont te faire du mal? » Quinn le serra plus fort, l'embrassa sur le front et lui dit « Non, ils ne reviendront pas. Maman te protégera, je te le promets. Dors maintenant. Tout va bien se passer. » Milo la crut. L'enfant ferma les yeux et se rendormit. Mais Quinn ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta là, à fixer le plafond fissuré,
et elle sut qu'elle ne pouvait plus rester là. Cet endroit n'était plus sûr. Pas pour elle, pas pour Milo, pas pour sa mère non plus. À minuit, quand tout le quartier s'était enfoncé dans le sommeil, Quinn se glissa doucement hors du lit. Elle emballa quelques vêtements de rechange pour elle et Milo dans un petit sac, prit tout l'argent qu'elle avait réussi à économiser, puis réveilla Milo. L'enfant ouvrit les yeux, confus. Mais quand il vit le sérieux sur le visage de sa mère, il la laissa le soulever sans poser de questions. Quinn regarda vers la chambre de sa mère. Vera dormait encore, en émeum, le son de sa respiration lourde et rauque flottant dans le silence. Quinn voulait l'emmener, mais Vera était trop faible pour être déplacée au milieu de la nuit, et il n'y avait pas assez de place dans le camion. « Je reviendrai la chercher », se dit Quinn. « Dès que je trouverai un endroit sûr, je reviendrai. » Le food truck sortit de la ruelle dans l'obscurité, son moteur fatigué gémissant avant que le son ne s'estompe, alors que le véhicule se fondait dans les rues vides. Quinn conduisait sans destination. Elle savait seulement qu'elle devait s'éloigner de Pilsen, loin des serpents noirs, loin de tout ce qui menaçait son enfant. Milo était assis à côté d'elle, serrant son vieil ours en peluche usée, ses paupières tombant de sommeil, mais essayant toujours de rester éveillé pour rester près de sa mère. Chicago, la nuit défilait derrière la vitre, une rue inconnue après l'autre. Quinn ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait continuer à bouger, continuer à fuir jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et puis le camion tomba en panne d'essence. Le moteur eut une violente secousse puis s'éteignit. Le food truck s'arrêta lentement sur le bord de la route, devant un immense chantier de construction silencieux dans la nuit. Quinn regarda les structures d'acier imposantes, la grue immobile comme des géants endormis, et un grand panneau brillant dans l'obscurité avec les mots Vance Industries. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas sur quel territoire elle venait de s'arrêter. Elle savait seulement que cette nuit, elle et Milo devraient dormir dans le camion et que demain, d'une manière ou d'une autre, elle devrait trouver un moyen de continuer à vivre. La première lueur du matin traversa le pare-brise de la cabine et réveilla Quinn. Elle cligna des yeux plusieurs fois, son corps endolori d'avoir dormi recroquevillé sur le siège du conducteur toute la nuit, puis le souvenir de la nuit précédente revint en force et la réveilla complètement. Elle se tourna pour regarder Milo. L'enfant dormait encore profondément sur le siège passager, son visage paisible, ignorant les ennuis qui se refermaient sur sa mère. Quinn regarda dehors et vit pour la première fois où elle se trouvait. L'immense chantier de construction était déjà en pleine effervescence. Des centaines d'ouvriers allaient et venaient comme des fourmis. Le rugissement des machines montait et descendait. Le fracas de l'acier frappant l'acier résonnait sans fin. Les squelettes de grands immeubles prenaient une forme contre le ciel. Et le panneau Vance Industries suspendu au-dessus de l'entrée était si énorme qu'on pouvait le voir à 100 mètres de distance. Quinn vérifia son sac et compta l'argent qui lui restait. Ce n'était pas assez pour acheter de l'essence. Ce n'était pas assez pour acheter le petit déjeuner pour elle et son fils. Ce n'était assez pour rien du tout. Elle regarda à nouveau le site et réalisa qu'il n'y avait ni restaurant ni magasin à proximité. Les ouvriers se déplaçaient avec des expressions fatiguées et ils devaient sûrement parcourir un long chemin juste pour trouver quelque chose à manger. Une idée folle commença à se former dans son esprit. Elle décida d'utiliser les toutes dernières de ses réserves d'urgence stockées dans le congélateur. Elle pouvait cuisiner et elle pouvait vendre de la nourriture. Personne ne lui avait donné la permission. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Quinn réveilla Milo et ensemble, ils installèrent le camion, placèrent des tables et les chaises en plastique devant, allumèrent le réchaud et commencèrent à cuisiner. L'arôme de la nourriture chaude se répandit rapidement dans l'air du matin, et comme par un petit miracle, les ouvriers commencèrent à le remarquer. Un est venu demander, puis deux, puis une longue file a commencé à se former. Tout le monde a loué le goût. Tout le monde a demandé d'où elle venait, pourquoi ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Quinn se contenta de sourire et de dire qu'elle était nouvelle dans le quartier, sans donner plus d'explications. Milo aida sa mère à porter des plats, bavardant sans arrêt avec les clients, et le sourire du petit garçon adoucissait chaque cœur qui le regardait. Pour la première fois depuis de nombreux jours, Quinn sentit une lueur d'espoir. Peut-être que les choses s'arrangeraient, peut-être qu'elle avait trouvé un nouvel endroit où se tenir. Mais cet espoir ne dura pas longtemps. Vers le milieu de la matinée,
Alors que Quinn était occupée à servir les clients, l'air autour d'elle changea soudainement. Le faible bourdonnement des conversations commença à s'éteindre, et les ouvriers, qui faisaient la queue, reculèrent, dégageant un passage. Quinn leva la tête et vit un convoi de voitures noires brillantes entrer sur le chantier. Pas une voiture, mais 5, alignées comme le cortège funèbre de quelqu'un d'immensément puissant. Les voitures s'arrêtèrent, les portes s'ouvrirent, et des hommes en costume noir sortirent, leurs visages froids comme s'ils étaient impalés dans la pierre, leurs yeux balayant le site comme s'ils chassaient le danger. Les ouvriers baissèrent la tête. Personne n'osa les regarder directement. Personne n'osa dire un mot. Puis il apparut. Jasper Vance sortit de la voiture de tête. Un long manteau noir drapé sur ses épaules, son allure lente. Pourtant, chaque pas portait une autorité qui ne pouvait être niée. La cicatrice sur son visage ressortait plus clairement à la lumière du jour, et ses yeux parcouraient le chantier comme pour mesurer chaque plus petit détail. Un grand homme marchant à ses côtés, Knox, son bras droit le plus fidèle, se pencha et murmura quelque chose. Quinn ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais elle vit le regard de Jasper se tourner vers son food truck. Froid, vif, dangereux. Le chef de chantier se précipita comme si le feu était à ses trousses. Son visage était pâle. Il bégayait une explication selon laquelle un étranger avait pénétré sur le site, qu'il était sur le point de s'en occuper, qu'il suppliait le patron de lui pardonner. Jasper leva une main, un petit geste seulement, et le directeur se tut aussitôt, comme si une main s'était refermée sur sa gorge. Puis Jasper se dirigea vers le food truck, et la foule s'écarta pour le laisser passer comme l'eau s'ouvre devant la proue d'un navire. Quinn se tenait derrière le comptoir de service, son cœur battant la chamade, son instinct de survie lui hurlant de fuir, de se cacher, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Elle ne fuyait pas. Elle ne pouvait pas fuir. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Jasper s'arrêta devant le comptoir, ses yeux la regardant de haut. Il était plus grand qu'elle d'une bonne tête, et sa présence pesait sur elle comme un poids invisible. Sa voix retentit, glaciale dans un hiver de Chicago, demandant qui lui avait donné la permission de vendre de la nourriture ici. Quinn déglutit, mais elle ne baissa pas le regard. Elle le regarda droit dans les yeux et répondit que personne ne lui avait donné la permission. Elle était venue de son propre chef. Jasper haussa un sourcil, son expression inchangée, et demanda si elle comprenait les conséquences d'une intrusion sur son territoire. Quinn sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Pourtant, sa voix resta ferme alors qu'elle répondait qu'elle savait qu'elle avait besoin d'argent pour nourrir son fils. Elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix, et si c'était un crime, alors elle était prête à accepter la punition. Mais elle le supplia de lui donner une chance. Jasper la regarda en silence. Au cours de sa vie, il avait rencontré toutes sortes de personnes. Des hommes qui suppliaient, des hommes qui menaçaient, des hommes qui essayaient de paraître forts alors que leurs genoux tremblaient sous eux. Mais cette femme était différente. Elle avait peur. Il savait qu'elle avait peur, mais elle ne baissait pas la tête, ne fuyait pas, ne suppliait pas pour sa pitié. Elle se tenait là, le regardant droit dans les yeux, comme si elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Knox s'avança, prêt à agir si son patron donnait l'ordre, mais Jasper leva très légèrement la main pour lui faire signe de s'arrêter. La tension s'étira dans l'air. Personne n'osait bouger. Personne n'osait respirer trop fort. Et puis, à ce moment précis, la porte de la cabine s'ouvrit. Milo sortit en courant, les yeux encore lourds de sommeil, ses cheveux bouclés en un désordre sauvage et emmêlé, des fleurs poudrant encore son visage après avoir aidé sa mère plus tôt ce matin-là. L'enfant vit sa mère debout devant un grand homme inconnu, entouré d'hommes effrayants, vêtus de noir. Mais Milo n'avait pas peur. Il courut tout droit, se glissa entre sa mère et l'étranger, et leva son visage pour regarder Jasper Vance avec de grands yeux ronds pleins de défi. Milo dit à voix haute qu'il n'avait pas le droit de gronder sa mère, que sa mère n'avait rien fait de mal, qu'elle ne faisait que cuisiner. Le chantier de construction tout entier sembla retenir son souffle. Knox faillit bondir en avant, mais ses pieds se figèrent quand il vit la scène qui se déroulait devant lui. Jasper baissa les yeux sur l'enfant qui se tenait protecteur devant lui. Et pour la première fois, quelque chose traversa ses yeux qui n'était pas de la froideur. Milo ne recula pas.
L'enfant pencha la tête, le regarda, puis posa une question qui laissa tout le monde stupéfait. Il demanda si Jasper avait faim parce que sa mère cuisinait vraiment bien. Il promit que c'était vrai et que Jasper devrait essayer, car une fois qu'il serait rassasié, il ne serait plus en colère. Puis, avant que quiconque ne puisse réagir, Milo tendit sa petite main, saisit la main de Jasper Vance, la main du parrain de la mafia le plus redouté de Chicago, et le tira vers le food truck comme s'il entraînait un ami. Knox fit un mouvement comme pour intervenir, mais un seul regard de Jasper l'arrêta net. Et puis l'inimaginable se produisit. Jasper Vance, l'homme que personne n'avait osé toucher depuis son accession au pouvoir, permet à un enfant de 5 ans de le conduire à travers le chantier de construction, à la vue de centaines d'ouvriers qui se tenaient là, la bouche bée. Quinn resta figée, ses mains agrippant le bord du comptoir si fort qu'elle ne s'effondrerait pas. Elle regarda son fils conduire l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré vers le stand de nouilles. Et elle ne savait pas si c'était la chose la plus folle ou la plus chanceuse qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. C'était peut-être les deux. Jasper Vance s'assit sur une chaise en plastique bon marché devant le food truck, et tout le chantier sembla retenir son souffle. La ligne de garde du corps qui l'entourait ne savait pas quoi faire. Ils avaient été formés pour faire face à toutes sortes de dangers, mais personne ne leur avait jamais appris comment réagir lorsque leur patron était emmené par un enfant de 5 ans pour s'asseoir et manger des nouilles. Knox se tenait juste derrière lui, et le visage qui était habituellement aussi froid que la pierre portait maintenant la plus légère trace de confusion. Il regarda Jasper comme s'il fixait un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu, et Milo ne prêta aucune attention à la tension qui se resserrait autour d'eux. L'enfant retourna en courant dans la cabine du camion, criant en chemin qu'ils avaient un client maintenant. « Maman, fais les nouilles au beurre, celles que j'aime, les meilleures. » Quinn se tenait dans l'espace de cuisine, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber la louche. Elle ne savait pas qui était l'homme assis dehors, mais elle savait qu'il était dangereux, profondément, indubitablement dangereux. La façon dont tout le monde baissait la tête devant lui, la façon dont l'air lui-même semblait devenir lourd et immobile dès son apparition, tout cela disait la même chose. Mais Milo l'avait déjà amené ici, et il ne lui restait plus de chemin pour reculer. Elle servit un bol fumant de nouilles au bœuf, le genre qu'elle préparait toujours pour Milo. Chaque fois que son fils était triste ou fatigué, le genre qu'elle cuisinait avec tout l'amour d'une mère. Elle sortit, évita de regarder directement dans les yeux de l'homme, posa le bol devant lui, puis recula d'un pas. Jasper prit les baguettes, son mouvement lent comme s'il faisait quelque chose de complètement inhabituel. Il souleva une bouchée de nouilles, la porta à sa bouche et la goûta. Puis ses baguettes s'arrêtèrent en plein vol. Quelque chose vacilla dans ses yeux gris. Ses yeux qui étaient habituellement froids comme l'acier, quelque chose que Knox n'avait jamais vu en 10 ans qu'il le suivait. Jasper ne dit rien, mais sa main trembla, très légèrement, juste assez pour qu'un observateur attentif le remarque. Ce goût, la saveur du bœuf mijoté jusqu'à ce qu'il fonde dans la bouche, le parfum des oignons dorés s'élevant chaud et riche dans l'air, le goût profond et plein du bouillon mijoté à partir d'os pendant de longues heures. Jasper ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait goûté quelque chose comme ça. 20 ans, peut-être plus. Le souvenir déferla sur lui comme une vague brisée. Des images qu'il avait essayé d'enterrer pendant tant d'années revenaient soudain avec une clarté si vive que ça faisait mal. Il se souvint de la petite cuisine de sa mère. Il se souvint de l'odeur de la nourriture chaude qui l'attendait quand il rentrait de l'école. Il se souvint du rire de son père. Quand toute la famille était assise ensemble autour de la table, avant que de vieux ennemis ne viennent chercher son père, avant que sa mère ne s'effondre sous le poids du chagrin, avant qu'un garçon de 12 ans ne soit forcé de se débrouiller seul dans un monde qui n'avait pas de place pour des faibles, avant que Jasper Vance ne devienne le fantôme, c'était le goût de la maison. La chose qu'il croyait avoir oubliée depuis longtemps, qu'il croyait morte avec son enfance. Et pourtant, elle était toujours là, enfouie au fond d'un coin caché d'un cœur devenu pierre, attendant d'être réveillé. Jasper termina le bol entier de nouilles, bouchée par bouchée, en silence. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Il ne finissait jamais sa nourriture devant des étrangers. Il ne laissait jamais transparaître le moindre signe de plaisir ou de faiblesse. Mais aujourd'hui, devant un food truck rouillé, devant des centaines d'ouvriers qui regardaient secrètement, il termina le bol proprement comme un enfant affamé. Milo était assis à côté de lui,
ses jambes se balançant au-dessus du sol sans le toucher, ses yeux brillants fixés sur l'étranger. L'enfant demanda si c'était bon, sa voix pleine d'espoir comme si la réponse de Jasper était la chose la plus importante au monde. Jasper posa les baguettes, regarda le garçon, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit sa bouche vouloir se courber en un sourire. Il répondit que c'était bon. Sa voix était encore froide, mais elle ne portait plus le tranchant d'une lame. Milo rayonna, frappa dans ses mains et dit qu'il le savait. Il l'avait déjà dit. Sa mère était la meilleure cuisinière de la Terre. Non, la meilleure de tout l'univers. Derrière eux, Knox faillit perdre l'expression froide qu'il avait maintenue pendant 10 années consécutives. Jasper se leva, fouilla dans son manteau, sortit une épaisse liasse de billets et la posa sur la table sans la compter. C'était au moins 10 fois le prix d'un seul bol de nouilles. Quinn regarda l'argent, puis lui, ne sachant que dire. Jasper la regarda, ses yeux se posant sur son visage un bref instant, puis il lui demanda son nom. Quinn répondit que son nom était Quinn. Quinn Mercer. Jasper hocha la tête comme pour graver ce nom dans un coin privé de son esprit. Et puis, il lui dit qu'elle était autorisée à vendre ici. Aucune explication, aucune condition, juste une courte phrase prononcée comme un ordre que personne n'oserait contester. Puis, il se tourna et s'éloigna, son manteau noir s'agitant légèrement dans le vent du matin. Milo courut après lui, agitant la main et criant qu'il devait se souvenir de revenir, que demain Milo lui garderait d'une part. Jasper ne se retourna pas. Il ne répondit pas, mais ses pas ralentirent d'un seul temps. Un seul temps, mais Knox le remarqua. Knox suivit son patron et murmura à voix basse. « Patron, elle a pénétré sur notre territoire. Voulez-vous qu'on s'en occupe? » Jasper ne le regarda pas. Sa voix resta aussi froide que jamais quand il répondit qu'elle devait être autorisée à vendre, que quelqu'un devait être chargé de la surveiller et que s'il y avait le moindre problème, cela devait lui être rapporté directement. Knox ne comprenait pas. Il avait suivi Jasper pendant 10 ans et n'avait jamais vu son patron réagir de cette manière envers qui que ce soit, mais il n'osa pas poser d'autres questions. Il se contenta de hocher la tête en silence et d'obéir. Une par une, les voitures noires s'éloignèrent, laissant le chantier de construction dans un silence stupéfait et sans voix. Quinn resta là à regarder jusqu'à ce que la dernière voiture ait disparu de sa vue, son cœur battant toujours fort dans sa poitrine. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas pourquoi il lui avait permis de rester. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle savait seulement que sa vie venait de prendre une direction complètement nouvelle, et qu'elle ne savait pas si c'était une bénédiction ou le début d'une tempête encore plus grande. Une semaine passa comme un beau rêve auquel Quinn osait à peine croire. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait les ingrédients, poussait le camion jusqu'au chantier et commençait à vendre de la nourriture. Les ouvriers s'étaient habitués à sa présence. Ils faisaient de la queue tous les jours, louaient la qualité de la nourriture, prenaient des nouvelles de Milo, et pour la première fois depuis très longtemps, Quinn sentit que la vie avait de nouveau un peu de lumière. Elle avait pu envoyer de l'argent à Vera pour qu'elle puisse acheter des médicaments. Elle avait payé les frais de scolarité en retard de Milo, et il restait même un peu d'argent à économiser en cas de problème. Milo, quant à lui, était plus heureux que jamais. L'enfant s'était lié d'amitié avec tout le monde, des ouvriers du bâtiment aux gardes de sécurité, et tous adoraient le petit garçon vif au sourire aussi éclatant que le soleil. Tout semblait enfin s'arranger, comme si elle avait enfin trouvé un nouveau point d'ancrage dans la vie. Mais Quinn ne savait pas qu'elle était observée de deux côtés complètement différents. Un côté appartenait aux hommes de Jasper Vance, envoyés pour la protéger discrètement sous les ordres de leur patron, bien qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi ils se souciaient d'une femme qui vendait des nouilles. L'autre côté, cependant, observait aussi, avec des yeux qui appartenaient à l'obscurité, avec des yeux qui appartenaient à un ennemi. Les serpents noirs n'eurent pas besoin de beaucoup de temps pour trouver Quinn. Elle s'était enfuie de leur quartier, mais elle n'avait pas disparu. Elle avait seulement déménagé ailleurs. Et d'une certaine manière, c'était encore pire. Quand ils découvrirent que Quinn vendait de la nourriture sur le territoire de Jasper Vance, le territoire de l'ennemi juré de leur gang, ils comprirent immédiatement que c'était un cadeau du ciel. Une femme sans personne pour la protéger, gagnant sa vie sur les terres du fantôme, serait l'appât parfait pour provoquer un rival. Ils n'avaient pas besoin de frapper Vance directement. Tout ce qu'ils avaient à faire était de brûler un petit food truck
et le message serait transmis plus clairement que n'importe quelle déclaration de guerre. Cette nuit-là était assez froide pour percer les os. Le vent de Chicago hurlait dehors, se glissant dans chaque fissure du vieux food truck. Quinn et Milo dormaient encore dans le camion. Elle n'avait pas encore assez d'argent pour louer un nouvel appartement. Et de plus, dormir dans le camion était plus sûr que d'errer dans les rues. Elle tenait son fils dans ses bras, une fine couverture enroulée autour d'eux deux, et s'endormit lentement d'un sommeil épuisé après une longue journée de travail. Un bruit étrange réveilla Quinn. Elle ouvrit les yeux, son cœur battant la chamade, ses oreilles tendues pour écouter. Il y avait des bruits depuis dehors, plus d'une personne se déplaçant autour du camion. Puis elle sentit l'essence. L'odeur épaisse et unmistakable de l'essence, comme si on en versait partout. L'instinct d'une mère s'éleva en elle avec une force violente. Quinn ne s'arrêta pas pour réfléchir. Elle attrapa Milo dans ses bras, ouvrit la porte de la cabine d'un coup de pied et se jeta dehors juste au moment où les premières flammes jaillissaient. La chaleur frappa son dos comme si elle voulait l'avaler tout entière. Quinn tomba au sol, serrant Milo fermement contre sa poitrine, roulant loin du camion alors qu'il s'embrasait. Milo hurla de terreur. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'accrochait seulement à sa mère, comme si lâcher prise signifiait la mort. Quinn était allongé sur le sol gelé et regardait les flammes lécher le ciel nocturne, dévorant le food truck, dévorant tout ce qu'elle possédait. Le feu rugissait, le métal éclatait, le verre se brisait et en quelques minutes, le camion qui avait été son seul moyen de survie fut réduit à un tas de ferrailles noircies et brûlantes. Milo sanglotait de manière incontrôlable, criant « Maman, notre camion a brûlé. Pourquoi ont-ils brûlé notre camion? J'ai si peur, maman. » Quinn le serra plus fort. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour le réconforter, mais sa gorge se noua et pas un seul mot ne sortit. Elle ne savait que le tenir aussi fort qu'elle le pouvait pendant que le monde autour d'elle s'effondrait. Quand les flammes commencèrent à s'éteindre, ne laissant derrière elles que de faibles braises rouges et une fumée noire s'élevant dans le ciel, Quinn le vit. Sur le mur voisin, sous la faible lueur jaune d'un lampadaire, des mots écrits en peinture rouge, rouge comme le sang, se détachaient avec une clarté brutale. Touche au territoire de Vance. Murs. Les lettres étaient déchiquetées et grossières, laissées là délibérément comme une déclaration, comme un message qui n'avait pas besoin d'explication. Quinn fixa les mots et elle comprit. Il ne s'agissait pas d'argent de protection. Ce n'était pas parce qu'elle devait quelque chose à quelqu'un. C'était parce qu'elle avait accidentellement vendu de la nourriture sur les terres de Jasper Vance et les Serpings noirs l'utilisaient comme un pion pour le frapper. Elle n'avait rien à voir avec leur guerre, mais elle y avait été entraînée malgré elle, transformée en victime d'hommes puissants dont elle connaissait à peine les visages. Quinn s'agenouilla près des cendres. Milo s'accrochait toujours à son cou, ses sanglots se calmant maintenant, réduits à de petits gémissements épuisés. Elle regarda autour d'elle et vit qu'il ne restait rien. Le camion était parti, son gagne-pain était parti, sa mère était à l'hôpital, attendant de l'argent pour des médicaments. Il ne restait rien. Elle voulait pleurer, elle voulait crier, elle voulait demander aux cieux pourquoi sa vie était devenue ainsi. Mais elle ne pleura pas. Elle n'avait pas le droit de pleurer. Milo avait besoin qu'elle soit forte. Son fils avait besoin qu'elle se relève, même si à l'intérieur elle se brisait en 1 million de morceaux. Elle ne savait pas que dans l'obscurité, à plusieurs dizaines de mètres de là, une voiture noire était immobile. Des yeux gris froids comme l'acier observaient tout à travers la vitre, depuis l'instant où les flammes s'étaient élevées jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Jasper Vance avait tout vu. Et dans les yeux qui connaissaient l'obscurité depuis 20 ans, quelque chose d'autre brûlait maintenant. Pas le feu qui avait dévoré le food truck, mais un tout autre feu. Le feu d'une fureur qui était sur le point de se déchaîner. La porte de la voiture noire s'ouvrit dans l'obscurité. Jasper Vance sortit, son manteau noir drapé sur ses épaules, son visage dépouillé de toute expression, comme s'il avait été taillé dans la pierre. Il se dirigea vers le tas de cendres, chaque pas lent et certain, comme un roi entrant dans une terre qui venait d'être dévastée. Quinn le vit et se releva immédiatement. Même si ses jambes tremblaient, même si son corps était si épuisé qu'il voulait s'effondrer,
Elle poussa quand même Milo derrière elle, les deux mains levées en position de défense, prête à se battre si nécessaire. Elle ne savait pas pourquoi cet homme était venu. Elle ne savait pas s'il était un ennemi ou un allié. Elle savait seulement que l'instinct d'une mère lui hurlait de protéger son enfant à tout prix. Jasper s'arrêta à quelques pas d'eux. Ses yeux balayèrent l'épave fumante de métal tordu, puis se tournèrent vers les mots peints en rouge sur le mur. Sa mâchoire se serra, et quelque chose brilla dans son regard froid, pas de la peur, mais une fureur contenue. Il prononça deux mots, sa voix glaciale, mais portant une rage enfouie. Les serpents noirs. Quinn le regarda, confuse, et demanda s'il les connaissait, qui ils étaient, pourquoi ils lui avaient fait ça. Jasper ne la regarda pas en répondant. Il fixait toujours les mots sur le mur, sa voix égale et plate comme s'il parlait de la météo. Disant que les serpents noirs étaient ses ennemis, qu'ils l'étaient depuis de nombreuses années, et que maintenant qu'il croyait qu'elle lui appartenait. Knox s'avança par derrière, et le visage qui était habituellement aussi froid que la pierre portait maintenant une ombre de gravité. D'une voix basse, il rapporta que leurs hommes avaient intercepté des messages internes des serpents noirs. Il savait qu'elle avait un petit enfant. Il savait dans quel hôpital se trouvait sa mère. Il savait qu'elle n'avait nulle part où aller et personne sur qui compter. Quinn sentit le sang se glacer dans ses veines. Pas pour elle-même, elle n'avait pas peur de mourir. Mais sa mère, Milo, ils étaient menacés et elle était impuissante d'une manière qui semblait insupportable. Jasper continua, sa voix toujours sans la moindre vibration. Il dit qu'elle avait vendu de la nourriture sur son territoire, et aux yeux des serpents noirs, cela faisait d'elle une des siennes. Il l'utiliserait pour le frapper, l'utiliserait comme otage, comme appât, comme un outil dans une guerre qui n'avait rien à voir avec elle. Quinn éclata en disant qu'elle quitterait la ville, qu'elle irait loin, quelque part où il ne la trouverait jamais. Mais Jasper secoua la tête. Il dit qu'il était déjà trop tard. Il l'observait depuis longtemps. Il connaissait chacun de ses pas. Où qu'elle aille, il la suivrait. Et la prochaine fois, ce ne serait pas seulement un camion qui brûlerait. Le silence s'étira entre eux. Quinn baissa les yeux sur Milo, accroché à sa jambe. L'enfant était si épuisé qu'il n'avait plus la force de pleurer. Ses yeux étaient fermés. Son corps tremblait de froid et de peur. Elle regarda les cendres de ce qui avait été tout ce qu'elle possédait. Elle pensa à sa mère allongée à l'hôpital, attendant des médicaments, attendant qu'elle revienne. Il ne lui restait rien. Il n'y avait plus nulle part où aller. Jasper fit un pas de plus. Sa voix était toujours froide, mais quelque chose avait changé. Elle ne coupait plus comme une lame. Il dit qu'il ne lui restait qu'un seul choix, rester avec lui sous sa protection. Dans son immeuble, où les serpents noirs n'oseraient jamais la toucher. Quinn le regarda, ses yeux encore pleins de méfiance, et demanda ce qu'il voulait en retour, car personne dans ce monde ne donnait rien pour rien, et elle le savait. Jasper répondit qu'elle cuisinerait pour lui et pour ses hommes, que sa mère serait transférée dans le meilleur hôpital avec toutes les dépenses payées, et que son fils aurait un endroit sûr pour vivre et grandir. Quinn ne comprenait toujours pas. Elle demanda pourquoi il faisait cela, pourquoi il prendrait soin d'elle, une femme étrange qu'il n'avait rencontrée que quelques fois. Jasper resta silencieux un moment. Ses yeux se posèrent sur Milo, qui s'accrochait toujours à la jambe de sa mère, les traces de larmes encore visibles sur le visage de l'enfant. Puis il répondit, sa voix un peu plus douce, que c'était en partie de sa faute. Elle avait vendu de la nourriture sur ses terres, et à cause de cela, elle avait été entraînée dans cette affaire. C'était sa responsabilité. Rien de plus, rien de moins. Quinn baissa les yeux sur son fils, puis vers l'hôpital où sa mère était allongée, puis de nouveau sur les cendres. Tout ce qui restait de son ancienne vie. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait jamais vraiment eu le choix. Elle dit, d'accord, elle accepta. Mais elle avait une condition. Jasper haussa un sourcil et attendit. Quinn continua, sa voix ferme même si son corps tremblait, disant que son fils ne devait pas savoir qui était vraiment Jasper, ne devait pas connaître son monde. Pour Milo, il ne serait qu'un homme ordinaire, une personne que sa mère connaissait, rien de plus. Elle ne voulait pas que son fils grandisse dans l'obscurité. Jasper la regarda, son regard se posant sur elle un long moment, comme pour mesurer quelque chose de profond en elle. Puis il hocha la tête, acceptant la condition sans un mot de protestation. Knox ouvrit la portière de la voiture et attendit. Quinn souleva Milo dans ses bras, le poids de l'enfant dans son étreinte,
comme un rappel du fardeau qu'elle devait porter. Elle se dirigea vers la voiture, mais avant de monter, elle se retourna pour regarder les cendres une dernière fois. Son ancienne vie s'arrêtait ici. Tout ce qu'elle avait autrefois possédé, construit, pour lequel elle s'était battue, était devenu poussière et cendre. Puis elle se détourna, monta dans la voiture et serra Milo fermement contre sa poitrine. Le véhicule roula dans l'obscurité, se dirigeant vers les hautes tours scintillantes de lumière, vers le penthouse du 60e étage, vers un monde totalement étranger à Quinn, un monde dont elle ne savait pas si elle survivrait. L'ascenseur privé s'arrêta au 60e étage, la porte s'ouvrit lentement, et Quinn eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. Le penthouse s'étendait devant elle comme une vision de luxe si lointaine qu'elle n'avait même jamais osé en rêver. Le plafond s'élevait très haut, et d'énormes murs de verre donnaient sur tout Chicago la nuit, où des millions de lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur la terre. Le mobilier était minimaliste, mais si cher que Quinn n'osait pas en imaginer le coût, et tout l'espace était enveloppé de noir, de gris et de blanc. Élégant mais froid, comme une belle peinture rendue à la perfection, mais à laquelle il manquait le pouls de la vie. Milo se tenait à côté de sa mère, ses yeux ronds grands ouverts, la bouche bée d'émerveillement. Puis l'enfant laissa échapper, sa voix pleine d'étonnement. « Maman, cette maison est si grande, plus grande que mon école, plus grande que le supermarché, où on va toujours faire les courses. Comment quelqu'un peut-il vivre dans une maison aussi grande, maman? » Quinn resserra sa prise sur sa main et essaya de garder sa voix calme. Elle lui dit que ce n'était qu'un endroit temporaire, qu'il ne resterait pas longtemps. Mais au fond d'elle, elle était aussi submergée, luttant pour ne pas laisser son malaise transparaître. Ce n'était pas sa maison, ce n'était qu'un arrangement. Elle devait s'en souvenir. Knox les conduisit le long d'un long couloir qui semblait sans fin, passant devant des tableaux accrochés au mur que Quinn ne reconnaissait pas, bien qu'elle soit certaine que chacun coûtait assez cher pour acheter le vieil appartement où elle et Milo avaient vécu. Il s'arrêta devant une porte, l'ouvrit et leur dit que cette chambre était pour eux. Quinn entra et dut à nouveau ravaler un hoquet de surprise. La chambre était 3 fois plus grande que l'appartement humide où elle et Milo avaient vécu, avec une chambre séparée, une salle de bain privée et même un petit coin meublé d'une table, de chaises et d'étagères. Milo ne put se retenir plus longtemps. L'enfant courut vers le grand lit, se jeta dessus et s'enfonça dans le matelas avec un cri de joyeusité, disant « Maman, ce lit est si doux, c'est doux comme un nuage. Je n'ai jamais dormi sur un lit aussi doux avant. Est-ce qu'on va dormir ici pour toujours, maman? » Quinn le regarda, et le sourire sur ses lèvres portait à la fois de la joie et de la douleur. Elle ne savait pas comment répondre. Elle sut seulement s'approcher, s'asseoir à côté de lui caresser les cheveux et lui dire de dormir car il était très tard. Après que Milo se soit profondément endormi, Quinn décida de descendre à la cuisine pour apprendre à connaître l'espace où elle travaillerait. La cuisine du penthouse était plus grande que son ancien appartement, équipée de tous les appareils modernes imaginables. D'une cuisinière high-tech à un four importé, d'un immense réfrigérateur à double porte, à un îlot en marbre brillant, Quinn se déplaça dans la pièce, ouvrant armoire après armoire, vérifiant chaque outil, essayant de mémoriser où tout se trouvait. Elle se penchait pour regarder à l'intérieur d'un tiroir lorsque le bruit de talons hauts résonna derrière elle. Chaque pas lent et délibéré, lourd d'autorité, comme le battement de tambours de guerre annonçant qu'une bataille était sur le point de commencer. Quinn se retourna et vit Celeste Hartley debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, appuyée contre le cadre avec une arrogance ouverte. Elle portait une robe noire ajustée qui traçait chaque courbe de son corps. Ses cheveux blonds platine étaient arrangés avec une précision sans faille, et ses lèvres, rouges comme le sang, se courbaient en un sourire moqueur. Celeste laissa ses yeux parcourir Quinn de la tête aux pieds, son regard plein de dédain, comme si elle regardait une tache sur un tapis coûteux. Puis elle parla, sa voix douce mais empoisonnée en dessous, demandant si Quinn était la nouvelle cuisinière, ou Jasper l'avait trouvée, sur le trottoir peut-être, ou sous un pont quelque part. Quinn se redressa. Elle ne recula pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle répondit que oui, du trottoir, et demanda s'il y avait un problème avec ça, car elle cuisinait de ses propres mains, gagnait de l'argent par son propre travail et ne voyait rien de honteux à cela. Céleste fronça les sourcils,
ne s'attendant clairement pas à ce qu'une femme simplement vêtue comme Quinn ose lui répondre de cette manière. Elle se rapprocha, réduisant la distance entre elles, et sa voix devint plus froide alors qu'elle disait que Quinn devait connaître sa place ici, qu'elle n'était qu'une servante, une simple employée, et que Jasper lui appartenait, lui était destiné depuis longtemps, et elle conseilla à Quinn de ne se faire aucune illusion. Quinn regarda droit dans les yeux de Céleste, sa voix calme mais ferme, et répondit que pour autant qu'elle sache, il n'était pas un objet qui pouvait appartenir à quelqu'un, et qu'elle n'avait aucun intérêt à rivaliser pour un homme, car elle était venue là pour cuisiner, pas pour se faire sermonner. Céleste resta immobile, ses yeux bleus brillant d'abord de choc, puis se durcissant rapidement de fureur. Elle était sur le point de dire autre chose quand, à ce moment précis, une petite voix retentit à l'entrée de la cuisine. Milo se tenait là, les yeux encore lourds de sommeil, les cheveux ébouriffés dans toutes les directions. L'Ichfan se frotta les yeux et appela sa mère, disant qu'il s'était réveillé et ne la trouvait pas, et qu'il avait faim. Puis il remarqua Céleste et s'arrêta, penchant la tête sur le côté avec une curiosité tranquille. Milo regarda Céleste de haut en bas, en particulier tous les bijoux étincelants autour de son cou, à ses oreilles et à ses poignets. Et puis il demanda d'une voix pleine d'émerveillement innocent, « Madame, pourquoi portez-vous autant de choses qui brillent? Êtes-vous un sapin de Noël? Parce que ce n'est pas encore Noël. » Le silence tomba sur la cuisine. Dans le couloir, Knox regardait, et il dut lever la main pour couvrir sa bouche afin de ne pas éclater de rire. Quant à Céleste, son visage était devenu pâle. Non pas parce qu'elle était en colère contre l'enfant, mais à cause de l'humiliation d'avoir été involontairement moquée par un enfant de 5 ans devant d'autres personnes. Elle tourna les talons et partit en trombe. Le son aigu de ses talons frappant le sol en marbre résonna comme le grognement d'un animal furieux. Quinn la regarda partir. Elle savait qu'elle venait de se faire une ennemie dangereuse, une femme avec du pouvoir et la volonté de tout faire pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais quand elle baissa les yeux sur Milo, souriant vivement sans la moindre idée de ce qui venait de se passer, elle ne ressentit aucun regret. Elle se pencha, le prit dans ses bras, l'embrassa sur le front et lui dit que maman allait lui préparer quelque chose à manger. Dans un coin sombre du couloir, Jasper se tenait caché dans l'obscurité, ayant été témoin de tout l'échange. Il ne dit rien. Il n'intervint pas. Il se contenta de rester là et de regarder. Et quand Milo fit sa remarque sur le sapin de Noël, le coin de la bouche de Jasper Vance, pour la première fois depuis de nombreuses années, se releva très légèrement. Knox, debout à côté de lui, le remarqua, et il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Son patron, le fantôme de Chicago, l'homme qui n'avait pas souri depuis toutes ces années, venait de presque sourire à cause d'un enfant de 5 ans. Et Céleste, au moment où elle atteignit sa propre chambre et claqua la porte derrière elle, avait les yeux rouges de fureur. Elle se regarda dans le miroir, serra les poings si fort que ses jointures devinrent blanches, et se jura qu'elle se débarrasserait de cette femme à tout prix. Quinn Mercer paierait pour avoir osé la défier. Quelques jours après l'affrontement dans la cuisine, le penthouse accueillit un groupe d'invités très particulier. Aldrich Hartley menait la marche, suivi de 3 autres hommes, tous vêtus de costumes coûteux et dégageant l'air unmistakable, d'hommes habitués depuis longtemps à tenir la vie des autres entre leurs mains. C'étaient des alliés de Jasper dans le monde de la pègre, les parrains qui contrôlaient différents coins de Chicago, de la finance du marché noir à l'immobilier, des casinos clandestins aux opérations que la police n'osait pas toucher. La réunion eut lieu dans le grand salon, à huis clos, mais la tension dans l'air était assez vive pour être coupée au couteau. Aldrich fut le premier à parler, sa voix grave alors qu'il disait que Jasper avait fait entrer une étrangère dans cet endroit. Une femme d'origine inconnue avec son petit enfant, et qu'elle avait vu tous leurs visages, savait où ils se réunissaient et représentait un risque de sécurité qui ne pouvait tout simplement pas être accepté. Jasper était assis en silence, son visage illisible, mais ses yeux observaient chaque personne dans la pièce. Il savait qu'Aldrich utilisait ce moment pour faire pression, et il savait aussi exactement qui se cachait derrière cette petite performance. Céleste se tenait à côté de son père dans une élégante robe blanche, ses cheveux blonds lissés à la perfection, ressemblant à un ange innocent, tandis que ses yeux portaient du poison. Elle parla, sa voix douce comme du miel mêlé de venin, disant que son père avait raison,
qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à une étrangère comme Quinn. Et comment pouvaient-ils savoir qu'elle n'était pas une espionne pour les Serpents Noirs ou pire, pour d'autres ennemis qui voulaient faire tomber Jasper? Et peut-être qu'il devrait y avoir une sorte de test de loyauté. Un parrain assis en face d'elle demanda comment un tel test serait réalisé. Et Céleste sourit, le sourire d'un serpent sur le point de frapper. Elle dit que la semaine suivante serait l'anniversaire de son père, une grande fête avec 50 des invités les plus importants. Et si Quinn était vraiment une cuisinière aussi douée que Jasper le prétendait, alors qu'elle s'occupe de tout le banquet elle-même. Si elle réussissait, cela prouverait qu'elle avait de la valeur. Si elle échouait, alors tout le monde saurait ce qu'il fallait faire. Jasper regarda Céleste. Il savait parfaitement que c'était un piège, un plan soigneusement élaboré pour se débarrasser de Quinn. Mais s'il refusait devant ses alliés, il aurait l'air de protéger une femme étrange plus farouchement que sa propre alliance, et cela lui coûterait de l'autorité. Il fit un seul signe de tête et répondit par un seul mot. D'accord, Quinn reçut la nouvelle de Knox le même après-midi. 3 jours pour se préparer. 50 invités de marque, un menu de 5 plats, et elle devait le faire seule. Elle se tenait dans la vaste cuisine, regardant autour d'elle l'équipement moderne et brillant, et eut l'impression de se tenir au pied d'une montagne trop haute pour être gravie. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient, mais elle prit d'une profonde inspiration et se dit qu'elle n'avait pas le droit d'échouer. Si elle échouait, elle et Milo seraient chassés, et cette fois, personne ne serait là pour les protéger des serpents noirs. Pour Milo, pour sa mère, pour elle-même, elle devait le faire. Dans des jours qui suivirent, Quinn travailla comme une machine. Elle planifia chaque plat en détail, calcula la quantité exacte d'ingrédients dont elle aurait besoin et commanda la nourriture la plus fraîche qu'elle put trouver. Elle testa des recettes, ajusta les assaisonnements, nota tout. Milo resta près d'elle. L'enfant ne comprenait pas ce que sa mère faisait de si important, mais il sentait sa tension, alors il jouait tranquillement seul dans un coin de la cuisine, et de temps en temps, il courait pour la serrer dans ses bras avant de retourner à sa place. La nuit précédant la fête, quand tout fut enfin prêt, Quinn vérifia le réfrigérateur une dernière fois avant d'aller se coucher. Chaque ingrédient était soigneusement rangé, frais, parfait. Elle eut un petit sourire fatigué et pensa que demain tout irait bien. Mais quand elle se réveilla avant l'aube et se précipita en bas dans la cuisine pour commencer, elle se figea à la vue qui s'offrait à elle. La porte du réfrigérateur était toujours fermée. Mais au moment où elle l'ouvrit, l'odeur de pourriture la frappa. La moitié des ingrédients étaient gâtés. Le bœuf avait changé de couleur. Les fruits de mer puaient. Les légumes étaient mous et flétris. Quelqu'un avait éteint le réfrigérateur pendant la nuit. Quinn resta là, les mains tremblantes, fixant la nourriture ruinée pour laquelle elle avait travaillé si dur. Elle savait qui avait fait ça. Elle savait exactement qui voulait qu'elle échoue. Mais elle n'avait aucune preuve. Et si elle allait accuser quelqu'un, elle passerait seulement pour une femme faible, cherchant des excuses pour sa propre incompétence. Non, elle ne pouvait pas faire ça. Elle devait résoudre le problème elle-même. Milo se réveilla et descendit en courant dans la cuisine pour trouver sa mère. Il vit Quinn debout, regardant la nourriture gâtée avec une expression vide. L'enfant courut vers elle, lui prit la main et leva les yeux, demandant « Maman, pourquoi es-tu triste? Il s'est passé quelque chose? J'ai fait quelque chose de mal? » Quinn baissa les yeux sur son fils, sur les yeux ambrés de Milo, pleins d'inquiétude, et elle sentit quelque chose monter en elle, une force cachée qui n'était pas morte, après tout. Elle avait survécu à pire que ça. Elle avait accouché seule dans un hôpital pauvre. Elle avait élevé son fils avec les maigres revenus de la vente de nouilles dans la rue. Elle avait fui un gang au milieu de la nuit. Un tas d'ingrédients gâtés ne la vaincrait pas. Quinn prit Milo dans ses bras, l'embrassa sur le front et dit que tout allait bien, qu'ils iraient tous les deux au marché acheter de la nourriture fraîche et lui demanda s'il voulait venir avec elle. Mère et fils se rendirent au marché local avant que le jour ne soit complètement levé. Quinn acheta de nouveaux ingrédients avec le peu d'argent qu'elle avait réussi à économiser. Ils n'étaient pas aussi luxueux que ceux qu'elle avait commandés auparavant, mais ils étaient frais et réels, soigneusement choisis par les yeux d'une femme qui savait depuis longtemps comment transformer des ingrédients simples en plats magnifiques. Une fois de retour au penthouse, elle commença à cuisiner immédiatement, sans se reposer, sans s'arrêter, ses mains volant, hachant, assaisonnant,
remuant et préparant comme si elle dansait une danse qu'elle avait pratiquée toute sa vie. Tard dans la nuit, alors que tout le penthouse s'était endormi, Quinn était toujours debout dans la cuisine, la sueur trempant son front, ses mains ne s'arrêtant jamais. Milo s'était endormi sur le canapé dans le coin de la cuisine car l'enfant avait refusé de retourner dans la chambre et insistait pour rester à côté de sa mère. Knox passa devant la porte de la cuisine avec l'intention de continuer son chemin comme il le faisait toujours, mais il s'arrêta. Il regarda la femme épuisée qui travaillait encore sans relâche. Il regarda l'enfant endormi dans le coin, et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, se réveilla. Il entra dans la cuisine et demanda à voix basse si elle avait besoin d'aide. Quinn leva les yeux, surprise, fixant l'homme froid qu'elle avait autrefois pensé ne savoir qu'obéir aux ordres et ne rien ressentir. Knox n'attendit pas sa réponse. Il retroussa ses manches, se mit à ses côtés et demanda ce qu'elle avait besoin qu'il fasse. Cette nuit-là, Knox, l'assassin le plus froid de Chicago, apprit à couper des oignons et à porter des marmites de soupe sous les instructions d'une mère célibataire. Près de l'aube, alors que Quinn terminait les derniers plats, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Jasper se tenait là. Elle n'avait aucune idée depuis combien de temps il était à Tucson, ses yeux posés sur elle avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. Il ne dit rien sur les ingrédients gâtés. Il ne demanda pas pourquoi elle avait cuisiné toute la nuit. Il se contenta de rester là, la regardant avec un regard qu'il n'avait jamais donné à personne auparavant. Puis, juste avant de se détourner, il murmura si doucement que Quinn faillit ne pas l'entendre qu'elle y arriverait. Et puis il disparut dans l'ombre du couloir, laissant Quinn debout, le cœur battant la chamade, ne sachant pas si c'était dû à l'épuisement ou à autre chose. Ce soir-là, le penthouse du 60e étage devint un tout autre monde. Les 50 personnalités les plus puissantes de la pègre de Chicago, réunies sous un même toit, vêtues de costumes coûteux et de robes de soirée éblouissantes, leurs yeux vifs portant l'air de gens habitués depuis longtemps à tenir d'autres vies entre leurs mains. Ils n'étaient pas seulement venus pour assister à l'anniversaire d'Aldrich Hartley, mais aussi pour assister à la performance dont ils avaient tous entendu parler. La femme qui avait autrefois vendu des nouilles sur le trottoir et qui avait été introduite dans la maison de Jasper Vance. C'était un procès et chacun d'entre eux le savait. Quinn se tenait dans la cuisine, prenant une dernière profonde inspiration avant que tout ne commence. Elle n'avait pas dormi depuis 24 heures. Ses yeux étaient cernés par la fatigue, mais ses mains étaient instables et son esprit restait clair. Knox avait déjà ramené Milo dans sa chambre, quelque part de sûr et de calme. L'enfant n'avait pas besoin d'être témoin de ce qui allait se passer. Knox se tenait à côté de Quinn et lui fit un petit signe de tête, un geste minuscule, mais suffisant pour lui faire savoir qu'elle n'était pas seule. Puis elle parla. Un seul mot commençait. Le premier plat fut servi, des assiettes blanches disposées avec élégance, simples mais raffinées. La pièce devint silencieuse, la tension était si forte que le bruit des couverts touchant la porcelaine pouvait être entendu comme le tic-tac du destin. Les hommes goûtèrent de la nourriture, leurs visages illisibles, personne ne disant un mot. Quinn se tenait derrière la porte de la cuisine, regardant à travers la fente étroite, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait éclater de sa poitrine. Puis elle l'entendit. Un doux son d'appréciation, puis un autre, et puis les couverts se remirent à bouger, mais maintenant avec un rythme différent, plus rapide, plus avide. Le deuxième plat fut servi, puis le troisième, puis le quatrième. Personne ne parlait, personne ne discutait d'affaires ou de complots, comme il le faisait habituellement lors de telles réunions. Il n'y avait que le bruit de la nourriture, le faible bourdonnement de satisfaction, la vue des assiettes vidées et remplacées par de nouvelles. Quinn sentit une faible lueur d'espoir vaciller en elle, mais elle n'osa pas se réjouir. Pas encore. Le dernier plat fut apporté. Un dessert simple de nature, mais exécuté avec une perfection tranquille. Et quand tout le monde eut fini de le goûter, un silence différent s'installa dans la pièce. Le plus vieux parrain, un homme aux cheveux argentés et aux yeux vifs comme des rasoirs, connu comme l'homme le plus difficile à satisfaire de leur monde, posa son couteau. Il regarda autour de la pièce puis parla, demandant à ce que le chef soit amené. Quinn prit une autre profonde inspiration et sortit de la cuisine. Elle n'avait pas eu le temps de se changer. Son tablier était encore saupoudré de farine.
Ses cheveux s'étaient détachés après avoir cuisiné toute la nuit, et la fatigue sur son visage ne pouvait être cachée. Elle se tenait là, devant les 50 personnes les plus puissantes de la ville, et attendait le jugement. Le vieux parrain la fixa, son regard se déplaçant de la tête aux pieds, comme pour peser chaque plus petit détail. Puis il hocha la tête, un lent hochement de tête, mais ferme et certain. Il dit que cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas mangé un repas avec une âme comme celle-ci. Pas le genre de nourriture de restaurant luxueux qui avait l'air grandiose et avait un goût vide. Pas le genre de plat élaboré préparé avec une grande habileté mais manquant de quelque chose d'essentiel, mais une nourriture faite avec le cœur, avec du sentiment, avec quelque chose qu'il croyait ne plus exister. Les autres parrains exprimèrent immédiatement leur accord. Des applaudissements s'élevèrent dans la pièce, et Quinn eut l'impression qu'une énorme pierre venait d'être retirée de ses épaules. Aldrich Hartley était assis en bout de table, le visage rigide, clairement peu disposé à l'admettre, et pourtant incapable de nier la vérité. Il parla, sa voix raide, forcée, mais toujours obligé de dire que c'était le plus beau banquet d'anniversaire qu'il ait jamais eu. Céleste était assise à côté de son père, le visage pâle comme la mort, ses mains serrées sous la table si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Son plan avait échoué. La femme qu'elle avait voulu détruire non seulement avait refusé de s'effondrer, mais elle avait triomphé magnifiquement. Et la vérité de cela brûlait si fort en Céleste qu'elle aurait pu crier. Jasper se leva et la pièce se tut aussitôt. Il regarda lentement autour de lui, ses yeux froids balayant chaque visage, puis il parla, sa voix ferme et impossible à contester. Il déclara que Quinn Mercer resterait, qu'elle était l'une des siennes. Et puis il demanda si quelqu'un avait un problème avec ça. Personne n'osa parler. Personne n'osa le regarder dans les yeux. C'était le jugement final. Et personne dans cette pièce n'avait le droit de s'y opposer. Quinn regarda Jasper et elle sentit quelque chose monter dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore de l'amour, mais une profonde gratitude, un respect silencieux et peut-être quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. Elle baissa légèrement la tête vers lui, puis retourna à la cuisine, échappant au poids de tous les yeux fixés sur elle. Tard cette nuit-là, après que tous les invités soient partis, après que le penthouse soit retourné à son silence familier, Quinn se tenait seule dans la cuisine à nettoyer. Elle était si fatiguée qu'elle aurait pu s'effondrer sur place, mais elle avait besoin de quelque chose à faire de ses mains, besoin de travail pour s'occuper, pour ne pas avoir à penser à tout ce qui venait de se passer. Des bruits de pas retentirent derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Jasper se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, appuyé contre le cadre, ses yeux posés sur elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. Il parla et dit qu'elle avait bien fait. Quinn ne se retourna pas. Elle continua de nettoyer en répondant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix, que soit elle faisait bien, soit elle était jetée dehors et qu'elle avait choisi la première option. Jasper resta silencieux un moment, puis parla de nouveau, sa voix plus douce que d'habitude. Il dit non, elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu dire que les ingrédients gâtés étaient le résultat d'un sabotage et blâmer quelqu'un d'autre. Elle aurait pu faire le travail négligemment et blâmer les circonstances. Mais elle n'avait rien fait de tout cela. Elle était sortie acheter de nouveaux ingrédients. Elle avait cuisiné toute la nuit. Elle s'était battue jusqu'au bout. Quinn arrêta ce qu'elle faisait et se tourna pour le regarder. Pour la première fois, elle vit que ses yeux ne contenaient pas seulement de la froideur, il y avait autre chose. Quelque chose de plus doux, de plus chaud, comme une petite flamme brûlant tranquillement derrière un mur de glace. Elle lui demanda pourquoi il avait cru qu'elle pouvait le faire, pourquoi il lui avait donné cette chance au lieu de la renvoyer dès le début. Jasper resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur elle sans cligner. Et puis il répondit, sa voix basse et profonde, que c'était parce qu'elle était comme lui, parce qu'elle n'abandonnait pas, ne tombait pas, ne se rendait pas, peu importe à quel point les choses devenaient terribles. Puis il se détourna et disparut dans l'obscurité du couloir, laissant Quinn debout, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Elle se dit que ce n'était qu'une transaction, qu'elle ne pouvait pas laisser l'émotion s'immiscer, qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'attendrir. Mais quelque part au fond d'elle, elle savait qu'il était déjà trop tard pour dire cela. Dans les semaines qui suivirent la fête, quelque chose d'étrange commença à se produire dans le penthouse du 60e étage. Quelque chose que personne n'aurait pu prédire,
pas même Jasper Vance lui-même. Chaque matin, lorsqu'il s'asseyait au bureau de son cabinet privé et commençait à examiner des rapports et à prendre des décisions qui pouvaient modifier le destin de dizaines de personnes, la porte s'ouvrait doucement. Milo se glissait à l'intérieur, ses pas aussi doux que ceux d'un petit chat, une pile de papier et une boîte de crayons de couleur dans les bras, puis grimpait sur le canapé dans le coin et commençait à dessiner. Le premier jour, Jasper fronça les sourcils en voyant l'enfant et demanda d'une voix froide ce qu'il faisait là, car cette pièce n'était pas un lieu pour jouer. Milo ne leva pas les yeux. Sa main continuait de faire bouger les crayons sur la page alors qu'il répondait qu'il ne faisait que dessiner, que Jasper pouvait continuer à travailler. Ils n'avaient même pas besoin de se parler. Et il promit de ne pas faire de bruit. Jasper avait l'intention de renvoyer l'enfant, l'intention d'appeler Knox pour le faire sortir, l'intention de dire à Quinn qu'elle devait mieux contrôler son fils. Mais pour une raison quelconque, il ne put le faire. Il resta simplement assis à regarder l'enfant dessiner un moment, puis retourna à son travail. Et étrangement, la présence silencieuse de Milo ne l'irritait pas comme il le pensait. Le deuxième jour, Milo revint. Le troisième jour, le quatrième, cela devint une habitude, un rituel matinal dont aucun d'eux ne parla jamais. Pourtant, tous deux s'y conformaient. Milo dessinait, Jasper travaillait. Pas un mot ne passait entre eux, mais c'était un silence confortable. Un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé par la parole, un silence que Jasper n'avait partagé avec personne depuis 20 ans. Knox fut le premier à remarquer le changement. Il remarqua que son patron n'était plus aussi froid et inaccessible qu'auparavant. De temps en temps, avant de commencer à travailler, Jasper demandait à Knox où était Milo, puis attendait que l'enfant se glisse dans la pièce et s'installe tranquillement sur le canapé avant de commencer à examiner les documents. Knox ne dit rien. Il se contenta d'observer de loin, et parfois, quand personne ne regardait, un sourire effleurait son visage. Son patron, le fantôme de Chicago, l'homme craint par tout le monde de la pègre, était lentement apprivoisé par un garçon de 5 ans aux cheveux bouclés et aux yeux clairs et sans méfiance. Un matin, alors que Jasper était concentré sur un contrat important, Milo descendit soudainement du canapé et courut à son bureau. L'enfant se tint là, tendant une feuille de papier, les yeux brillants d'espoir, et dit qu'il avait fini son dessin, que c'était un cadeau pour Jasper et que Jasper devait le prendre. Jasper s'arrêta et baissa les yeux sur la page que Milo lui offrait. Dessus, il y avait 2 bonshommes allumettes, un grand et un petit, dessinés avec toutes les couleurs de crayon, les lignes tordues et inégales, mais il était assez facile de voir que les 2 petites silhouettes se tenaient de la main. Jasper regarda le dessin, puis Milo, et demanda qui ils étaient. Milo rayonna et pointa du doigt le bonhomme allumette le plus grand, disant que c'était Jasper, puis pointa le plus petit et dit que c'était lui, parce qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, et donc il les avait dessinés sortant ensemble. Jasper prit le papier dans sa main, et puis quelque chose d'étrange se produisit. Sa main trembla, très légèrement, mais assez pour qu'il le sente. C'était la main qui avait autrefois tenu une arme sans trembler, signé des condamnations à mort sans ciller, fait les choses les plus cruelles imaginables, sans la moindre hésitation, et maintenant elle tremblait à cause d'un dessin tordu fait par un enfant de 5 ans. Milo le regarda anxieusement et demanda s'il aimait ça. Et s'il n'aimait pas, alors Milo pourrait en dessiner un autre, un plus joli juste pour lui. Jasper déglutit difficilement. Sa gorge sembla se serrer. Il répondit, sa voix plus rauque que d'habitude, qu'il aimait ça, qu'il l'aimait beaucoup, que c'était le plus beau dessin qu'il ait jamais reçu. Milo sourit avec l'éclat du soleil, sauta de joie et dit qu'alors Jasper devait l'accrocher au mur pour que chaque fois qu'il travaillerait et le verrait, il se souviendrait de Milo. Le lendemain, Knox entra dans le bureau pour faire un rapport et il s'arrêta net. Sur le mur en face du bureau de Jasper, parmi les œuvres d'art coûteuses collectionnées du monde entier, parmi des pièces valant des millions de dollars, un nouveau tableau avait été accroché. Le dessin tordu d'un enfant de 5 ans, 2 bonshommes allumettes se tenant la main, avait été placé dans un cadre en bois coûteux et accroché à la place d'honneur dans la pièce. Knox ne dit rien. Il regarda seulement le dessin, puis son patron, qui était assis là à travailler comme si de rien n'était, et un rare sourire apparut sur le visage qui était habituellement froid comme la pierre. Son patron avait changé, et ce changement avait commencé avec un bol de nouilles chaudes
et un enfant qui ne connaissait pas la peur. Cet après-midi-là, Quinn passa par hasard devant le bureau de Jasper. La porte était légèrement ouverte et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur sans le vouloir. Elle vit le dessin sur le mur et reconnut immédiatement que c'était celui de Milo. Ces lignes tordues familières qu'elle avait vues des centaines de fois auparavant. Puis elle vit Jasper assis à son bureau, travaillant, levant les yeux de temps en temps pour regarder le dessin avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Un regard doux, chaleureux, comme s'il contemplait quelque chose de plus précieux que tous les tableaux à 1 million de dollars de la pièce réunie. Quinn resta là, son cœur se serrant, ses yeux piquants. L'homme craint par toute la ville. L'homme qu'elle avait autrefois cru n'être fait que de ténèbres et de froideur, accrochait le dessin de son fils comme un trésor. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne savait pas comment nommer le sentiment qui montait en elle. Elle savait seulement que tout changeait et qu'elle ne pouvait plus l'arrêter, ni ne le voulait plus. Celeste Hartley se tenait devant le miroir de sa chambre privée, fixant son propre reflet, et elle ne reconnaissait plus la femme qui la regardait. Les yeux bleus qui avaient autrefois été dépourvus de chaleur brûlaient maintenant de rage. Les lèvres qui s'étaient autrefois courbées avec arrogance étaient maintenant pressées en une fine ligne de haine. Elle ne pouvait plus le supporter. Quinn Mercer, la femme qui avait vendu des nouilles sur le trottoir, avait réussi l'épreuve que Céleste avait si soigneusement arrangée. Les parrains l'avaient reconnue. Jasper l'avait défendue ouvertement devant tout le monde. Et pire que tout, il y avait cet enfant, Milo, qui volait un peu plus le cœur de Jasper chaque jour qui passait. Céleste avait vu Jasper lui sourire, lui parler, accrocher ce dessin tordu au mur, comme s'il s'agissait d'un trésor. Des choses qu'il n'avait jamais faites pour elle, pas une seule fois, jamais. Céleste serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, et elle prit sa décision. Ce serait le plan final, absolu et sans pitié. Cette nuit-là, Céleste contacta secrètement les Serpents Noirs, les ennemis jurés de Jasper. Elle leur donna toutes les informations dont ils avaient besoin sur Quinn, sur l'enfant, sur les routines à l'intérieur du penthouse, et surtout sur la faiblesse de Jasper Vance, celle que personne d'autre ne connaissait, qu'il commençait à s'attendrir à cause d'une femme et de son fils. En retour, les Serpents Noirs l'aideraient à se débarrasser de Quinn pour de bon. En même temps, Céleste prépara un deuxième plan à l'intérieur même du penthouse. Elle se glissa dans la chambre de Quinn à minuit, plaça son propre collier de diamants coûteux dans un tiroir et partit sans faire de bruit. Une flèche, deux cibles. Si les Serpents Noirs échouaient, elle pourrait toujours accuser Quinn de vol et la faire jeter dehors. 2 jours plus tard, une réunion d'urgence fut convoquée au penthouse. Aldrich Hartley arriva avec Céleste, suivi de plusieurs autres parrains de l'Alliance. Céleste entra avec une expression de grave préoccupation parfaitement jouée, tenant le collier de diamants dans sa main, et déclara qu'elle l'avait trouvé dans la chambre de Quinn Mercer, que la femme en qui Jasper avait eu assez confiance pour l'amener chez lui n'était rien de plus qu'une voleuse, qu'elle les avait prévenus depuis le début, mais que personne n'avait écouté. Les parrains murmurèrent entre eux, échangeant des regards suspicieux. Quinn fut convoquée dans le salon, et quand elle entra, elle trouva tous les yeux fixés sur elle, pleins d'accusations et de mépris. Milo vint avec sa mère. L'enfant sentit la tension dans l'air et se mit à pleurer de peur, s'accrochant fermement à sa jambe. Quinn regarda le collier, regarda Céleste et comprit immédiatement ce qui se passait. Elle se redressa, ne baissa pas la tête, ne trembla pas, et dit d'une voix calme qu'elle n'avait pas pris le collier, qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant, que quelqu'un l'avait délibérément placé chez elle. Céleste eut un rire froid, sa voix aussi tranchante qu'une lame, en disant que bien sûr tous les voleurs disaient la même chose, mais qu'il n'y avait aucune preuve que Quinn avait été piégé. Au contraire, le collier avait été trouvé bien placé dans son tiroir, et c'était plus clair que toute autre preuve. La tension dans la pièce atteignit son paroxysme. Les parrains commencèrent à exiger une punition. Aldrich affichait un air de satisfaction en jetant un coup d'œil à Jasper, comme pour dire que c'était le résultat final de son entêtement. Jasper était resté silencieux pendant tout ce temps, ses yeux gris ne quittant jamais le visage de Céleste. Puis il parla, sa voix froide et stable, ordonnant à Knox de vérifier toutes les caméras de sécurité du penthouse au cours des dernières 24 heures. Céleste tressaillit un bref instant,
mais retrouva rapidement son sang-froid. Elle dit qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps de cette manière. La preuve était déjà évidente, mais Jasper ne répondit pas. Il se contenta de rester là et d'attendre. Quelques minutes plus tard, Knox revint avec une tablette à la main. Sur l'écran se trouvait une vidéo montrant Céleste se glissant dans la chambre de Quinn à 2 heures du matin, ouvrant le tiroir, y plaçant le collier et partant avec un sourire de triomphe sur les lèvres. La vérité était mise à nu devant eux tous. Céleste devint pâle. Ses lèvres tremblèrent. Aucun mot ne sortit. Mais ce n'était pas tout. À ce moment précis, l'alarme du bâtiment se mit à hurler. Les écrans de sécurité passèrent aux images de l'extérieur et tout le monde vit les camions noirs foncer vers le bâtiment, chacun marqué d'un serpent noir enroulé, le symbole du gang des serpents noirs. Knox rapporta, sa voix tendue mais contrôlée, que les serpents noirs arrivaient en force et qu'il semblait qu'ils avaient reçu des informations de quelqu'un à l'intérieur. Jasper se tourna pour regarder Céleste. Ses yeux étaient maintenant si froids qu'ils auraient pu geler toute la pièce. Il ne prononça qu'une seule courte phrase. « Vous les avez contactés. » Céleste recula, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de nier, disant « Non, elle n'avait pas fait ça. C'était un malentendu. » Jasper s'avança vers elle, chaque pas comme une sentence déjà prononcée. Il lui dit de ne pas lui mentir. Elle l'avait trahi. Elle avait trahi l'alliance. Elle avait conspiré avec l'ennemi simplement pour se débarrasser d'une femme innocente. Et puis il lui demanda si elle connaissait le prix de la trahison. Aldrich se tenait là, le visage vidé de sa couleur alors qu'il réalisait ce que sa fille avait fait. Il essaya d'intervenir mais ne trouva pas un seul mot. Jasper se tourna vers Knox, sa voix dure comme l'acier, alors qu'il lui ordonnait d'emmener l'équipe de sécurité en bas et de s'occuper des serpents noirs, sans en laisser un seul s'échapper. Il dit qu'il voulait envoyer un message clair que personne n'était autorisé à toucher à ces gens. Knox hocha la tête et partit rapidement avec les gardes. Puis Jasper se retourna vers Céleste et Aldrich, sa voix dépouillée de tout sentiment, alors qu'il déclarait que l'alliance entre eux prenait fin ici. Les fiançailles étaient rompues, et il voulait qu'ils sortent tous les deux de son penthouse immédiatement. Aldrich rugit de fureur que Jasper regretterait cette décision, qu'il détruisait une alliance puissante pour une femme et son enfant bâtard. Jasper regarda droit dans les yeux d'Aldrich et répondit d'une voix froide, comme la glace qu'il le regrettait depuis longtemps déjà, regrettait d'avoir jamais accepté une alliance avec un homme qui avait élevé sa fille pour en faire quelqu'un de traître et de vie. Céleste éclata en sanglots, ses pleurs résonnant dans la pièce silencieuse. Elle cria que cette femme n'était qu'une vendeuse de nouilles de trottoir, qu'elle n'était pas digne de Jasper, qu'elle n'avait rien. Quinn s'avança et se tint face à Céleste, son regard calme et stable. Elle dit que oui, elle vendait des nouilles, qu'elle vivait de la force de ses propres mains, de sa propre sueur et de ses larmes. Et puis elle demanda à Céleste ce qu'elle avait à part les mensonges, la jalousie et la méchanceté, si elle avait jamais accompli une seule chose dans sa vie de ses propres mains. Céleste ne put répondre. Elle se tourna et sortit de la pièce en courant, ses pleurs résonnant dans le couloir. Aldrich regarda Jasper une dernière fois, ses yeux pleins de menaces, puis il sortit aussi après sa fille. La pièce sombra dans le silence. Les parrains restants se regardèrent. Aucun d'eux n'osant parler, tous comprenant qu'ils venaient d'assister à un changement majeur dans l'équilibre du pouvoir dans le monde de la pègre de Chicago. Jasper se tourna vers Quinn et ses yeux s'adoucirent un peu alors qu'il lui demandait si elle allait bien. Quinn hocha la tête, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne laisserait pas couler, et dit qu'elle allait bien et le remercia. Milo courut vers sa mère et lui jeta les bras autour du cou, l'enfant sanglotant impuissant, et Quinn s'agenouilla pour le tenir, le calmant avec de doux murmures. Jasper resta là à les regarder, et quelque chose dans sa poitrine lui fit mal. Il voulait les protéger, non pas à cause de l'arrangement, non pas à cause de la responsabilité, mais à cause de quelque chose de plus profond que cela, quelque chose qu'il n'avait toujours pas osé nommer. 1 heure plus tard, Knox revint et rapporta que les serpents noirs avaient été complètement traités, que le message avait été délivré avec une clarté unmistakable, que personne n'oserait plus jamais toucher aux gens de Jasper Vance. La menace était terminée. Quinn et Milo étaient en sécurité. Mais lorsque les yeux de Quinn rencontrèrent ceux de Jasper à ce moment-là,
Tous deux sauront que cette nuit avait tout changé d'une manière dont aucun d'eux ne pourrait jamais revenir. 6 mois après cette nuit mouvementée dans le penthouse du 60e étage n'était plus aussi froid et sans vie qu'il l'avait été. L'appartement qui n'avait connu que le noir, le gris et le blanc avait maintenant été adouci par les petits dessins tordus de Milo ou accrochés ici et là, par l'arôme des repas chauds s'échappant de la cuisine chaque jour, par les rires d'un enfant résonnant dans des pièces qui avaient autrefois été aussi silencieuses qu'un cimetière. Vera, maintenant rétablie et plus forte que jamais, s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant Milo jouer avec un sourire de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Jasper Vance était toujours le fantôme de Chicago, toujours l'homme que tout le monde de la pègre craignait. Mais lorsqu'il franchissait les portes du penthouse chaque soir, il devenait quelqu'un de totalement différent. Un homme qui savait sourire, aimer, attendre qu'un petit garçon vienne en courant lui enlacer la jambe avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ce matin-là était spécial, bien que personne ne l'ait dit à voix haute. Quinn était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand Milo entra en courant, les yeux brillants, sa bouche bougeant sans arrêt, alors qu'il parlait du rêve qu'il avait fait la nuit précédente, d'un rêve où toute la famille était allée au parc, d'un rêve où il avait mangé une glace avec 3 boules empilées. Quinn sourit, se pencha pour l'embrasser sur le front et lui demanda qui était toute la famille dans son rêve. Milo pencha la tête comme si c'était la question la plus bête du monde. Puis il répondit que c'était des mamans, mamie et papa Jasper. Qui d'autre ça pourrait être, maman? Quinn se figea, la spatule dans sa main s'arrêtant en plein vol. C'était la première fois que Milo appelait Jasper papa. Pas oncle, pas monsieur Jasper, mais papa. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Jasper entra dans la cuisine à ce moment précis, toujours vêtu de son familier costume noir, bien que sa cravate ait déjà été desserrée, signe qu'il était à la maison et non sur le champ de bataille de son monde. Milo le vit et fonça comme une petite balle, se jetant sur sa jambe et levant les yeux avec un sourire radieux en criant « Papa, Jasper, papa, j'ai rêvé qu'on allait au parc. Tu m'emmèneras au parc pour de vrai? » Jasper resta là, et les yeux qui étaient habituellement froids comme l'acier brillaient maintenant d'une lumière que Quinn n'avait jamais vue en eux auparavant. Il se pencha, souleva Milo dans ses bras et répondit qu'il le ferait, que ce week-end papa l'emmènerait, mais qu'il devait promettre de finir tout le petit déjeuner que maman avait préparé d'abord. Milo hocha la tête frénétiquement, faisant 1000 promesses à la fois, puis supplia qu'on le repose pour qu'il puisse retourner manger en courant. Quinn regarda Jasper et il la regarda en retour. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils se comprenaient déjà. Elle se rapprocha, se tint à côté de lui, son épaule frôlant la sienne, et murmura que Milo l'avait appelé papa. Jasper hocha la tête, sa voix plus rauque que d'habitude quand il répondit qu'il avait entendu, et que c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu de sa vie. Quinn sourit, posa sa tête contre son épaule un instant, puis se retourna vers le petit déjeuner qui attendait toujours sur le feu. Après le petit déjeuner, alors que Milo était occupé à regarder des dessins animés dans le salon, Jasper entraîna Quinn sur le balcon. Il se tenait là, le dos contre la balustrade, la regardant avec des yeux sérieux et pourtant chaleureux. Il dit qu'il avait quelque chose à lui donner, puis fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte. Quinn regarda la boîte, puis lui, et son cœur se mit à battre plus vite. Jasper l'ouvrit, et à l'intérieur se trouvait une bague, pas un diamant étincelant comme elle aurait pu s'y attendre, mais une pierre d'ambre chaude sertie sur un simple et élégant anneau de platine. Elle regarda la pierre et comprit immédiatement. Ambre, la couleur de ses yeux, la couleur des yeux de Milo. Jasper lui dit qu'il avait cherché longtemps cette pierre parce qu'il voulait qu'elle se souvienne chaque fois qu'elle la regarderait qu'elle et Milo éteignent la lumière qui était entrée dans ses ténèbres. Puis il s'agenouilla. Jasper Vance, le fantôme de Chicago, l'homme que tout le monde de la pègre craignait, était à genoux devant une femme qui avait autrefois vendu des nouilles dans la rue. Il prit sa main, la regarda avec les yeux les plus sincères qu'elle ait jamais vus sur son visage, et lui demanda si elle accepterait de devenir sa femme, si elle lui permettrait d'être le père de Milo, d'être sa famille pour le reste de cette vie. Quinn baissa les yeux sur lui, des larmes coulant librement sur ses joues, sans penser à les essuyer, et elle ne réussit à prononcer qu'un seul mot, tout comme cette nuit mouvementée dans le penthouse. Oui. À ce moment précis, le bruit de pieds martelant le sol se précipita vers eux.
Milo fit irruption sur le balcon, les yeux grands ouverts quand il vit Jasper à genoux devant sa mère. Puis il aperçut la bague et comprit immédiatement ce qui se passait. Il sauta sur place, criant que Papa Jasper avait demandé à maman de l'épouser, que Papa Jasper allait devenir son vrai papa, qu'il allait avoir un papa. Puis il se jeta sur eux deux, les enlaçant de ses bras du mieux qu'il pouvait, son rire résonnant sur le balcon, à travers le penthouse, à travers le ciel de Chicago. Jasper se releva, un bras autour de Quinn, l'autre soulevant Milo, et pour la première fois de sa vie, il se sentit entier. Une semaine plus tard, Knox conduisit toute la famille dans un endroit secret. Quand la voiture s'arrêta, Quinn regarda dehors et ne put en croire ses yeux. Devant elle se tenait un food truck flambant neuf, brillant sous la lumière, peint d'un bleu chaud, et sur le côté, en grosses lettres, les mots « La cuisine de Quinn ». Jasper se tenait à côté d'elle et dit qu'il savait à quel point elle aimait cuisiner et qu'il ne voulait pas qu'elle abandonne son rêve simplement parce qu'elle était avec lui. Le camion était à elle. Elle pouvait vendre de la nourriture quand elle le voulait ou simplement le laisser là comme un rappel de l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Quinn se retourna et lui jeta les bras autour du cou, pleurant contre son épaule, murmurant « Merci, merci pour tout ». Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon de Chicago, la petite famille se tenait ensemble sur le toit du penthouse, regardant la ville passer du jour à la nuit. Milo se tenait d'entre eux, une main tenant celle de sa mère, l'autre agrippant celle de son père, sa bouche bougeant sans arrêt alors qu'il parlait de toutes les choses qu'il voulait faire quand il serait grand. Quinn se tourna pour regarder Jasper, et il la regarda en retour, ses yeux plus chauds maintenant que n'importe quelle flamme. L'obscurité avait trouvé sa lumière. La lumière avait trouvé un endroit où elle appartenait. Et la famille, comme il l'avait appris, n'était pas faite de personnes qui partageaient le même sang, mais de ceux qui choisissaient de rester les uns à côté des autres à travers chaque tempête. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au tout dernier moment de l'histoire Obscurité et Lumière. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner à notre chaîne, appuyer sur j'aime et partager cette vidéo afin que nous ayons plus d'encouragement pour vous apporter de nombreuses autres histoires captivantes chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Le voyage de Jasper et Quinn de l'obscurité à la lumière vous a-t-il ému? Et quel moment de l'histoire vous a le plus marqué? Nous aimerions vraiment connaître vos pensées et les sentiments de votre cœur dans les commentaires, car chaque commentaire que vous laissez est une grande source d'encouragement qui nous aide à continuer de créer un contenu significatif et de haute qualité. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix. Au revoir pour l'instant et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.